Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Vous l'attendiez depuis très longtemps. Le biopic sur le roi de la pop, Michael Jackson, est enfin sorti. Il s'intitule Michael, tout simplement. Et on ne parle que de ça sur la toile. Des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de critiques sur YouTube et ailleurs qui sont à la fois très positives et très négatives. Et ici, à Radio Ciné, on s'est rendu compte finalement que parmi toutes ces critiques, il y avait finalement peu de personnes qui s'intéressaient en profondeur au film. Donc c'est parti pour le jingle de Radio Ciné. Let's go! Sans plus attendre, on a très hâte de commencer. Pour en parler ici, on va accueillir les chroniqueurs avec Max et Théo. Alors Théo, déjà, pour commencer, c'est la deuxième fois que tu viens sur l'émission principale de Radio Ciné. Théo, tu es réalisateur oui. Et tu viens ici habillé en période bad. Exactement. En fan, ça fait très plaisir. Et nous avons Max Gonzalez ici qui est acteur et qui vient également nous parler. Il est pour la première fois sur la chaîne, sur Radio Ciné. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci beaucoup. Génial, bah écoutez, ça fait plaisir. On s'est fait plaisir aussi. On a mis, j'ai mis le petit chapeau, le petit fedora. On a des petits accessoires puisque aujourd'hui on va parler du roi de la pop et on va se régaler puisque on va aussi parler bien sûr de cinéma en parlant du médium tout simplement. Qu'est-ce qu'un biopic, l'état des biopics actuels depuis quelques années et puis de la pré-production, du rapport aussi avec entre Michael Jackson et le cinéma. On va parler beaucoup de choses. On a très hâte. On est aussi des passionnés ici donc ça fait plaisir. Avant toute chose, ceux qui nous écoutent ou nous regardent, peut-être c'est la première fois, peut-être ça fait longtemps, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, vous le savez certainement, mais on est présent sur toutes les plateformes. Bien sûr, en live sur Twitch et sur YouTube, on est présent depuis le début, mais on est également sur les réseaux sociaux ou en format podcast sur tous vos formats préférés. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à commenter. On regarde tous les commentaires. Et le dernier épisode, souvenez-vous, il parlait de Scream 7, de Kevin Williamson. On parlait encore une fois de films d'horreur. On change totalement de registre cette fois-ci, avec un blockbuster Michael qui explose déjà les records, en tout cas en termes purement de nombre de personnes qui vont se rendre aux salles, de critiques sur le net, etc. et d'avis. On a Antoine Fuqua à la réalisation. Antoine Fuqua, c'est un réalisateur qui n'est pas méconnu. Il a quand même réalisé de nombreux films. On va en parler un peu. On a au scénario, pareil, un grand nom du milieu avec John Longan. Et en acteur principal, puisque bien sûr, il faut bien incarner ce Michael Jackson, on a Jafar Jackson qui est simplement son neveu, rien que ça. Jafar Jackson, produit par Lionsgate, et c'est un film qui n'est pas si long que ça, même si c'est que sur une partie de la vie de Michael Jackson. On est quand même sur 2 heures, voilà, qui est un format assez lambda finalement pour un biopic. Résumons rapidement quand même de quoi parle ce film. Alors, on ne va pas tout de suite faire des spoilers, mais vous imaginez, puisque ça a été aussi beaucoup relayé récemment, il y aura 2 parties en fait à ce film. La première partie que l'on a vue, c'est Michael, et ensuite il y aura Jackson qui va être la suite. Et donc cette première partie, Michael, revient depuis l'enfance de Michael Jackson, vers 10 ans, quand il était dans les Jackson 5, le groupe familial, jusqu'à sa vie d'adulte. On arrive à la période Bad, avec le Bad Tour, avec donc l'album tout simplement Bad, dans les années 80. Et donc on va voir à la fois son rapport avec sa famille, avec ses parents, mais également son émancipation en tant qu'artiste individuel, avec John Branca aussi son producteur. On va voir tout ça en détail. Et on va se demander, est-ce que ce film, finalement, ce biopic, est un bon film de cinéma ? Est-ce qu'il parvient justement à capturer l'essence de Michael Jackson et aussi sa complexité, sa richesse. Voilà, je vois déjà Théo, parce que je le connais bien, Théo. Là, il fait comme ça, mine de rien, mais voilà, il a déjà beaucoup de choses à dire. Bon, écoutez, avant de commencer, on vous met quand même le petit teaser et on vous retrouve après sur le plateau pour commencer à en parler. C'est parti pour le teaser. I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top. This is your story. Honor your past and embrace the future.
That's what people want. Q, can you lower the lights for me, please? Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man. De retour sur le plateau de Radio Ciné, on est sur un film, Michael, ce biopic qui est quand même avec 150 millions de budget. C'est-à-dire qu'on a quand même des chiffres qui sont assez colossaux, mais en même temps, les productions, donc, dont le principal producteur est Lionsgate, savaient d'emblée que ça allait être rentable. Vous savez, c'est les mêmes producteurs qui ont fait notamment Bohemian Rhapsody, entre autres, d'autres, mais voilà, pour faire un parallèle avec Queen, avec Freddie Mercury. Et ils avaient l'habitude, ils savent en fait d'avance que ça va être rentable. En même temps, on parle de Michael Jackson, on parle de l'artiste le plus reconnu, le plus célèbre au monde. Donc forcément, le film va être rentable, mais le nombre de personnes qui vont voir ce film et les recettes ne disent rien finalement de la qualité du film, à quel point il y a de la bonne mise en scène. Et nous, ici, bon, toi tu es acteur, Max, mais voilà, ici on a Théo qui est réalisateur avec moi, et donc forcément la mise en scène, ça nous parle. On va parler du scénario, on va parler de tout ça, de l'image, pour se questionner un peu sur qu'est-ce qu'il vaut en tant que biopic. Simplement pour vous mettre les pieds dans le plat et vous lancer, bien sûr, avant de vous donner la parole, c'est quand même, rappelons-le, les critiques sont déjà en quelques heures, quelques jours, déjà catastrophiques. On a, alors les critiques, bien sûr, des critiques officielles, pas des critiques forcément qu'on trouve sur les sites tels Sens Critique, etc., du public, mais on a à Rotten Tomatoes 34% d'appréciation, ce qui est extrêmement bas. Je crois même que c'est le plus bas de tous les épisodes qu'on a fait de tous les films, c'est l'un des plus bas. Métacritique, 38% d'appréciation, et Sens Critique, on est en dessous des 5 sur 10. Pour le moment, on est à 4,9, ça va peut-être changer. Voilà, alors, bon, j'ai pas trop envie de m'étendre déjà sur le réalisateur Antoine Fuqua, on va en parler après, tout ça, mais déjà, est-ce qu'on peut parler du fait qu'on a vu le film ensemble, pour commencer, au Grand Rex ? Tout à Oui. fait. Très belle soirée, même si je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que ce soit une bonne soirée. Ouais, non, de toute façon, le Grand Rex, je suis pas un ami du Grand Rex. T'es pas un ami du Grand Rex ? C'est très problématique au niveau des prix. Puis je trouve que la soirée, c'était une soirée faite qui n'était pas une soirée de fans. C'était une soirée, voilà, pour surfer sur Michael Jackson et rien d'autre. Le karaoké, s'il te plaît, 25 €. Bon, allez. Alors oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut en parler ? C'était 26 ou 28, je sais plus, euros. 25, je crois. 25. 25, bon. Après, on n'a peut-être pas tous payé la même chose, mais... Mais Si. 25 € pour une séance de cinéma, alors on le précise, on l'a vu donc en avant-première au Grand Rex, une semaine à peu près après l'avant-première mondiale qui était à Berlin, si je ne m'abuse. Oui. Et donc là, au Grand Rex, on a eu une soirée cinéma vraiment qui nous a mis dans de bonnes conditions, mine de rien. Moi, je rejoins plus Max sur ce point-là. On a eu des concours de danse, de chant, des blind tests, on a eu de la musique tout le temps. C'était une ambiance, je trouve, de folie. Peut-être que Théo a été moins réceptif. Après, est-ce que c'est une question de est-ce qu'on est fan ou pas ? Ça, c'est autre chose. Et ensuite, on a vu le film, et là, le débat va se lancer. En tout cas, pour moi, on a été mis dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que je pensais pas qu'on allait commencer par ça. Mais déjà, il faut le dire, il y a eu une com qui a été phénoménale avec le nombre de personnes qui dansent dans les cinémas, la Jackson Mania qui s'installe partout, où en fait les gens sont aux anges, en tout cas les fans sont aux anges, mais finalement tout ça c'est autour de la personne de Michael Jackson, j'ai l'impression, plutôt qu'autour du biopic, du film en lui-même. Oui, c'est vrai. Théo, peut-être, vas-y, lance-toi. Alors après cette séance de cinéma, c'était quoi ta première réaction, toi ? Bah, déjà, ça me paraît important. Je contextualise un peu mon rapport à Michael Jackson. Ça me paraît important parce que c'est tout à fait lié à la critique que j'ai. Je vais aller rapidement, mais évidemment, moi, je suis un grand passionné de Michael Jackson depuis mes 11 ans. J'ai découvert après sa mort. Je fais partie des gens qui ont découvert sa légende à l'ère This Is It, au moment où il était décédé, où les albums posthumes ont commencé à fuser, où l'Estate of Michael Jackson, les héritiers, ceux qui ont les ayants droit de son catalogue musical, ont participé à la poursuite de sa légende. Enfin, on y reviendra plus tard, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on reviendra. Et bref, moi j'ai grandi au début avec la magie Michael Jackson, ce personnage quasi divin en fait qui était
qu'il était Un sur artiste scène. complet, quoi. Tout à fait. Et, j'ai été bercé, séduit par sa voix, par ses pas, qui était quasiment, pour moi, c'était un surhomme, si tu veux. Et j'ai grandi, j'ai été adolescent, j'étais adulte, donc j'ai découvert aussi ses mythes, sa mythologie, les plus mystérieuses, les controverses. Et pour moi, c'est ce qui fait que Michael Jackson est aussi une légende. C'est autant ses succès que ses zones d'ombre. Et c'est là que j'y viens au film, c'est que le film ne raconte pas la vie de Michael Jackson, il raconte la vie de Michael Jackson à travers les médias. Pour moi, c'est l'image qu'on aimerait lui donner, et c'est pas du tout la vie que j'aurais aimé voir au cinéma. J'ai été déçu, c'est une honte. Vraiment, non, mais je sais, avec tout le sérieux possible, c'est une honte. Je trouve que le film ne reflète pas. Faut parler avec le cœur, t'as raison. Oui, bien sûr, il reflète pas sa vie, et je trouve que ce n'est pas Michael Jackson qu'on voit à l'écran. À aucun moment on voit l'impact qu'il a eu, à aucun moment on discute aussi ses choix, on discute qui il était. C'est ni sur l'humain, ni sur on est ni sur un biopic sur Michael, ni sur un Jackson. Voilà. On a un avis, merci, il était bref et en même temps très puissant, mais moi j'ai envie quand même d'avoir l'avis de Max qui a passé une meilleure séance. Comment tu l'as vécu, toi? Bien, déjà, je suis à peu près fan de Michael Jackson depuis mes 11 ans. Et pareil, du coup. Ouais, voilà, depuis que j'ai 10-11 ans, j'avais connu un petit peu. Mon père me montrait un petit peu tous les clips qui se faisaient à l'époque. Il me montrait un petit peu tout ce qui était Janis Joplin, James Brown. Et ensuite, James Brown, ça a eu des répercussions par rapport à Michael Jackson. Et j'ai commencé à regarder les clips. Et en fait, je suis tombé amoureux du clip de Smooth Criminal quand j'avais 11 ans. Et depuis, ensuite, il y a eu Man in the Mirror, Thriller. Et il y avait un petit peu tout ça. Et j'ai grandi avec cette musique. Où il est vrai qu'il y a eu quand même une grande période où Michael Jackson n'était plus forcément au centre de l'attention comme ça l'est revenu actuellement. Ouais, peut-être milieu 2010, c'est ça, milieu fin de... milieu 2010. Un petit peu avant, où il s'est écarté avant This Is It, où il était loin des médias parce qu'il était un peu après le procès qu'il a eu, il s'est bien écarté des médias. Fin 2000 alors. Fin 2000. Continuons, mais oui. Okay. Mais voilà, l'avis de ce film, je trouve que si on ne connaît pas le personnage, si on ne connaît pas grand-chose de lui, ça peut être intéressant. Et comme tu le disais, c'est l'image que les médias ont voulu lui donner. Et c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas beaucoup sur l'homme, on s'est intéressé directement à l'artiste, à sa relation très fluctueuse avec son père, une relation assez compliquée avec ses frères, une relation après plutôt forte avec sa mère, assez discrète mais très intéressante. La famille est beaucoup mise en avant dans ce film. Et c'était produit par la famille. Et encore, donc, justement, j'y viendrai, je trouve que c'est moyen. Non, mais ça, par exemple, ça t'a touché, qu'est-ce que t'en pensais, ta réaction de sortie de salle, quoi. J'ai bien aimé dans le sens où, même si je n'ai rien appris, on s'attendait à apprendre quelque chose. Okay. On n'a pas appris grand-chose sur Michael Jackson. En tout cas, en tant que fan, on n'y apprend pas grand-chose, pardon. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a envie de le découvrir, ça peut être intéressant. Après, encore une fois, c'est une image reçue par les médias, l'image qu'il avait, et on ne s'intéresse pas trop au personnage en lui-même, de ce qu'il ressentait. Le seul moment, si on peut spoiler. Rapidement, vous le savez. Si on peut spoiler, le seul moment où on s'intéresse vraiment à ses ressentis, c'est quand il va faire de la chirurgie et qu'on voit qu'en fait, il veut changer et se détacher de l'image de son père, de ce que son père a fait de lui. Oui. Ok. Merci pour ton avis. Alors c'est vrai que j'ai eu plein de fois, et c'est même l'une des premières réactions qu'on avait eues, c'était le côté fiche Wikipédia. Oui. Ça me fait penser à ce que vous dites, c'est dans le sens on n'apprend rien, c'est vrai que ce film donne l'impression, et j'avais déjà la même impression avec Bohemian Rhapsody j'avais déjà cité, où en fait, donc le film, pas la musique, mais où en fait c'est tout simplement la vie de l'artiste jusqu'au milieu des années 80, telle une fiche Wikipédia. C'est-à-dire que faut savoir dans ce film, donc pour ceux qui connaîtraient pas trop la vie de Michael Jackson, on passe par les passages clés, c'est-à-dire la relation avec son père, Joseph Jackson. On a le vitiligo, sa maladie de la peau qui a fait qu'il a changé. Et qu'il a dû faire de la chirurgie esthétique justement pour cacher ça. Également avec son nez aussi, il avait un complexe autour de son nez. On a l'accident avec Pepsi, la pub Pepsi. Ça, c'est les passages clés de la vie de Michael Jackson qu'en général les gens connaissent. Et effectivement, quand il a fait la pub Pepsi, qui était demandée par son père, à l'époque c'est bien mieux avant, en fait il va avoir un accident et il va se brûler au 3e degré, je crois que c'est ça, sur le crâne, ce qui fait qu'il a dû porter des perruques toute sa vie. On a évidemment la création des 2 de ses albums les plus mythiques qui sont déjà le plus grand album de tous les temps, enfin le plus vendu, qui est Thriller, et le début de Bad, et puis tout ce qui est avant. On a la création comme ça de ces albums, et puis la relation avec John Branca qui est son producteur, qui est d'ailleurs
à nouveau producteur du biopic après la mort de Michael, donc il y a toute une lignée. Et puis on voit un peu Quincy Jones, évidemment, voilà, qui est le maître. Hein. C'est un euphémisme, on le voit un peu. On le voit un tout petit peu, voilà. Légèrement. Et c'est dommage parce que Quincy Jones, c'est quand même la figure absolue que tout le monde connaît. Mais voilà, on a en fait comme ça des passages clés. Et j'ai l'impression qu'on va pas trop au-delà. Et c'est vrai que, alors moi, ça me touche en particulier en tant que réalisateur, je pense aussi, pour toi Théo, c'est que on a envie dans un film d'utiliser tout le médium du cinéma, c'est-à-dire la mise en scène, c'est-à-dire le cadrage. C'est tout ce qui va le différencier finalement d'une série lambda télévisée ou alors un documentaire. Paradoxalement, ça peut être des fois plus riche que ce biopic. En tout cas, je pense que c'est l'avis qu'on partage. Ma première thématique, c'était autour du biopic. Je l'ai évoqué récemment, mais quel est l'état des biopics actuels ? Est-ce que vous avez des biopics que vous avez envie de citer qui vont vous inspirer ? Et comment ce biopic se classe en tant que genre ? Donc un biopic, on rappelle, c'est un film qui se centre sur une figure historique. Écoute, tu parlais de fiche Wikipédia, donc je reviens vite dessus. Ce film est effectivement une fiche Wikipédia, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que c'est une fiche Wikipédia contrôlée par la famille Jackson et les ayants droit, donc c'est différent, c'est un regard qui est biaisé, ce n'est pas objectif, donc là il y a ce problème-là, et donc ça rejoint en fait cette espèce de façon de construire des récits complètement biaisés que beaucoup d'artistes ont subi, c'est-à-dire que quand tu prends le biopic sur Amy Winehouse, quand tu prends le biopic sur Freddie Mercury, Freddie Mercury, c'est la même chose en fait, c'est une succession de dates. C'était de Bryan Singer, qui n'explique rien en fait, c'est juste on explique très vite fait, il s'est passé ça en telle année, mais on n'explique pas comment ni pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est intéressant. La caméra ne sert à rien, c'est juste pour diffuser. Ils reprennent quasiment cette manie de rediffuser des parties de documentaires, des archives qui existent déjà, comme par exemple des concerts filmés, comme Michael. Pareil, il filme constamment les concerts de Michael Jackson sans jamais faire quelque chose d'intéressant avec la caméra, sans jamais expliquer, par exemple, le côté grandiose d'une pop star aussi influente. Non, là, on est vraiment sur une succession d'angles qui vont juste c'est très distinct finalement. Oui, c'est une mise en scène qui est très distante où on ne va pas en profondeur dans les émotions. C'est ça. Alors, simplement pour te recentrer sur les biopics, c'est que tout à fait, on parle je voulais qu'on axe sur les biopics parce que c'est vrai que récemment il y a une quantité de biopics incroyable et à chaque fois que je discutais avec les différentes personnes de l'asso Radio Ciné où on en parlait, tout le monde me disait encore un biopic et avec cette impression qu'il n'y a que des biopics qui sortent. Alors, il n'y a pas que des biopics qui sortent, heureusement, en niveau proportion de films, mais c'est vrai que là, si on en cite plusieurs, alors il y a ceux que je trouve plutôt bons, par exemple L'Imparfait Inconnu que je trouvais très bien de James Mangold, voilà. Avec Timothée Chalamet qui incarnait Bob Dylan. On avait Better Man de Machel Gracey, on avait Respect qui était pas mal sur Aretha Franklin de Leslie Tomei ou encore Ray, un peu plus vieux, de Taylor Haddon, mais d'autres aussi que je trouve un peu moins bons. On a Rocketman, Elton John, on a Bohemian Rhapsody, Bryan Singer, on a, pour parler quand même du cinéma français, Monsieur Aznavour. Là, je cite aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent qui sont juste des fans absolus de cinéma. Donc, je sais que ça fait plaisir qu'on cite des biopics, mais Monsieur Aznavour de Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Bob Marley, qui était, je trouve, très mauvais. Exécrable. Exécrable. De Reynaldo, Marcus Green. Et tu l'avais cité, Back to Black. Oui. Justement, beaucoup de biopics. Ça, c'est des biopics qui datent d'il y a moins de 10 ans. C'est pour ça que je dirais ça. Mais j'allais y venir sur... Parce que là, bien sûr, quand je parlais de fiches Wikipédia et de cette méthode de narration, c'est pour les mauvais biopics. Par contre, effectivement, tu as cité Better Man. Et Better Man, il était bien. J'ai bien aimé, alors sans être un chef-d'œuvre pour moi. Mais de Robbie Williams. Oui, enfin, sur Robin Williams. Je trouve que le parti pris justement pour ceux qui n'ont pas vu Better Man, en fait, c'est la vie de Robbie Williams, c'est pas de Robin Williams, attention. C'est le chanteur, pas l'acteur. Voilà, c'est moi qui ai confondu, c'est pour ça qu'ils s'en est inspiré. Voilà, c'est pour ça, parce que c'est un chanteur britannique et c'est vrai qu'il a eu un flop assez grandiose aux États-Unis parce que personne ne le connaît là-bas. C'est un peu étrange, mais en France, les Européens sont plus axés sur lui. Enfin bref, il a eu un succès plus fort en France qu'en Europe, du moins qu'aux États-Unis. Mais Better Man, en fait, prend le parti pris assez absurde mais très intéressant de changer l'apparence de Robbie Williams en un singe fait en image de synthèse et c'est fascinant parce que ça explique, je vous laisserai découvrir le film, je ne vais pas spoiler, mais ça explique beaucoup de choses par rapport à son rapport à lui-même, à la célébrité, à l'image que renvoie une personne aussi célèbre que lui. Ça a vraiment un sens, c'est en termes pur de mise en scène, c'est au-delà de la mise en scène, mais et le film ne se contente pas de faire une succession de dates un peu débiles comme ça, non, il raconte une histoire par rapport à ses relations avec son père, il me semble, quelque chose comme ça. Encore une fois, l'alcool, la drogue aussi. Et pourtant, c'est un film qui est produit par Robbie Williams, qui est encore vivant aujourd'hui. Et c'est un film qui n'a pas l'air d'être biaisé
pour lui. T'as l'air d'être assez honnête sur sa vie. On ne sait pas à quel degré c'est honnête, évidemment, mais je trouve que on a l'impression que voilà, il met ses cartes sur table, il dit voilà, c'est ma vie, peu importe si c'est mauvais ou bon, et c'est pas une image complètement lisse de sa personne. En témoigne justement l'apparence de singe un peu étrange qu'on a. C'est sûr que c'est pas lisse, contrairement à ce film, Michael, où vraiment tout est lisse, ça revenait souvent. Et la question, c'est aussi comment adapter finalement une personne comme Michael Jackson au cinéma. Donc c'est toujours aussi l'idée aussi de la longueur, par exemple, du film, parce que Michael Jackson, on s'est rendu compte que le simple fait de faire un film qui se déroulerait sur un laps de temps, par exemple, seulement de quelques journées ou quelques semaines, on aurait déjà de la matière avec le nombre d'événements qui se sont déroulés pour parler finalement de Michael Jackson. Et là, on se rend compte qu'on parle d'une tranche de vie géante pour un tel artiste. Est-ce que c'est juste possible, en fait, de faire un film sur Michael Jackson sur une longue période comme ça, et qui soit intéressant? Comme tu dis, Michael Jackson, il a toujours, même on a trouvé des écrits aujourd'hui sur Michael Jackson qui voulait être appelé l'ange de la pop à l'origine, avant d'être appelé le roi de la pop par Diana Ross. Il voulait s'appeler comme ça. Donc il y avait vraiment une volonté d'avoir une sorte de contrôle déjà sur l'image qu'il avait dans les médias et d'être la plus grande star de tous les temps. Il a partiellement réussi parce qu'aujourd'hui c'est la star, peut-être la plus grande star de tous les temps, mais aussi la plus grande star, la star la plus controversée de tous les temps. On pense également. Mais ce que tu dis, effectivement, c'est que c'est très survolé, quoi. Il y a des étapes de sa vie qui sont très importantes et qui sont, voilà, on passe très vite dessus parce qu'on n'a pas le temps, alors qu'on devrait prendre le temps. C'est vrai que c'est ça, c'est qu'en tant que fan, on a envie finalement d'aller dans les détails de différentes étapes de vie et surtout sur la création des musiques. Il y a un peu ce syndrome qu'on a beaucoup dans les derniers biopics, c'est les créations des musiques où en gros on a le côté playlist. Oui. Playlist où il faut mettre les classiques, là en l'occurrence les classiques de Thriller, puis de Bad, etc. On doit mettre les classiques et la création c'est toujours, soit c'est une intervention divine, alors on va dire pourquoi pas, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'utiliser le médium du cinéma pour justement raconter quelque chose en plus sur la personnalité du chanteur, sur simplement en fait raconter une histoire avec le cinéma. Et là, c'est très plat, c'est très lisse, c'est-à-dire qu'en fait, on n'apprend rien. On n'apprend rien sur la création de ces titres et on se dit juste, ça y est, ils sont créés, il n'y a rien d'autre. Et donc oui, une playlist, mais dans ce cas, c'est plus intéressant, à mon sens en tout cas, de regarder un concert. En fait, je suis d'accord avec toi, et c'est l'un de mes principaux problèmes avec le film, c'est que j'ai la sensation étrange que ce film-là n'avait aucun but artistique, aucun but de célébrer la légende de Michael Jackson et de son génie créatif, mais à la place de fidéliser une nouvelle clientèle de Michael Jackson, donc c'est les nouveaux fans d'aujourd'hui, la nouvelle génération, à sa musique. Donc en fait, faire défiler sa musique, l'histoire de remplir un catalogue, un cahier des charges, on va dire, de ses plus grands hits, l'histoire de vendre davantage. On voit très bien avec le merchandising, maintenant, depuis la sortie du biopic, du moins en France, on a déjà les vinyles avec la pochette avec Jafar Jackson qui contient les musiques de Michael Jackson. C'est une parallèle assez étrange. On a l'impression que c'est lui qui chante dans le film alors que ce n'est pas lui. Et du coup, j'ai l'impression que John Branca et toute sa clique d'héritiers veulent en fait capitaliser une énième fois sur la mort de Michael Jackson plutôt que de célébrer. Et en fait, c'est un terme, ça s'appelle du nécro-branding. Voilà. C'est Oriane qui était avec nous, ma copine qui était avec Laurent, qui l'a dit. Je sais pas moi qui l'a inventé. Merci Oriane, on pense à toi. Voilà, elle a trouvé ça sur Internet, quelqu'un qui parlait du nécro-branding et qui disait qu'en fait, c'était une façon de surfer sur la nostalgie d'un artiste et de capitaliser dessus en fait sur la mort pour pouvoir revendre ensuite revendre ses disques et ses chansons. Et là, pour moi, c'est exactement ça. Comme tu disais, c'est une suite de playlists en fait qui s'arrête jamais. Il y a quasiment jamais de temps de pause en fait. Même dans des moments dramatiques, il y a très peu de temps de pause, quoi. Et tu te dis en fait, c'est uniquement là pour dire attention, il faut mettre Rockin' Robin parce qu'elle a marché récemment avec Stranger Things. Faut mettre Thriller parce qu'attention, il y a quelques mois c'était Halloween, il faut remettre ça parce qu'il faut que les jeunes se souviennent. Il faut faire découvrir la légende aux jeunes, mais pas de la bonne manière. Je trouve ça terrible. C'est ça, c'est qu'en fait on a envie d'aller plus loin et là mais c'est très juste ce qu'elle a dit, Oriane, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'en gros c'est il y a le point de vue capitaliste mais est mis en avant à une puissance telle que ça en devient très dommage. C'est juste capitaliser sur la mort du roi de la pop. D'ailleurs, pour finir là-dessus, je trouve qu'il y a un moment qui est très cynique que j'ai relevé dans le biopic quand je l'ai vu au Grand Rex. Très cynique. Et vraiment, j'ai soufflé du nez tellement fort, je pense que toute la salle m'a entendu. À un moment donné dans le film, pour vous situer un peu le contexte, c'est dans les années Thriller. On est sur la découverte de l'album Thriller, enfin partiellement. Et il y a Quincy Jones qui est avec Michael et qui essaie de trouver un nom pour l'album Thriller, qui n'existe pas encore du coup. Et à ce moment-là, Quincy Jones dit à Michael, tiens, on pourrait l'appeler Michael Jackson, l'album. Michael répond, c'est trop égocentrique.
c'est assez cynique quand même comme réplique, étant donné que le film lui-même s'appelle Michael et qui fait défiler une file de playlists sans aucune âme et qui capitalise sur la mort de quelqu'un. Je trouve assez cynique quand même de dire que c'est égocentrique de l'appeler comme ça, alors que ça ne raconte pas la vie de Michael Jackson. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai remarqué quelque part que le film a failli s'appeler Man in the Mirror, qui est au passage ma musique préférée de Michael Jackson et une de mes musiques préférées de tous les temps. Et je trouve que ça aurait été le titre parfait. Enfin, ça a déjà été pris ça pour un téléfilm en 2004. Man in the Mirror, qui a très mauvaise réputation. Ah, sur Michael Jackson en tout cas s'il n'est pas très connu, je pense que ça aurait pu être utilisé, mais c'est-à-dire que ça raconte déjà beaucoup, tellement plus. Et là, en fait, on est sur ah ouais, mais si jamais on l'appelle Man in the Mirror, on va perdre une grande part d'audience parce que les gens vont pas savoir forcément que c'est Michael Jackson. Il faut capitaliser, alors on l'appelle Thriller, oui, mais ça marche pas assez. Et en fait, c'est une logique purement commercial, d'arriver à gagner le plus d'argent possible. Et en fait, où est la part artistique là-dedans? Je suis désolé, mais en fait, elle se perd un peu. Alors, tu parlais aussi du scénario, Max, au début, et c'est aussi la prochaine chose que j'aimerais évoquer. Le scénario, juste pour le rappeler, il a été fait par John Logan, et c'est pas un inconnu au bataillon, parce que j'étais surpris. Alors Théo, tu me disais avant que toi c'était plus à acter sur la mise en scène que le scénario, mais de toute façon il faut bien passer par le scénario. Pour moi c'est quand même le fondement de tout film, et en fait dans ce scénariste John Logan, il faut dire qu'il a fait le scénario notamment, j'étais surpris, de Gladiator de Ridley Scott. Il a fait des Star Trek, il a fait Le Dernier Samouraï, il a fait Aviator qui est un de mes films préférés de Martin Scorsese. Il a fait Hugo Cabret, il a fait des James Bond avec Skyfall, avec Spectre. Donc, bon, je dis pas qu'il a fait que des chefs-d'œuvre, mais il a fait quand même des grands films de cinéma. Et là, il fait Michael, et j'ai l'impression comme on disait, qu'il a fait une copie de la fiche Wikipédia. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce scénario? Parce que tu disais une chose intéressante, Max, c'était tu parlais du fait que c'était intéressant pour les gens qui ne connaîtraient pas Michael Jackson. Oui, c'est assez intéressant quand on a envie de découvrir le personnage, mais pour des vrais fans, pour des gens qui ont envie un petit peu de revoir ce qu'il a fait, de s'intéresser un petit peu au personnage, forcément, on va rien apprendre, on va rien voir de plus. On va certes un petit peu voir plus de choses par rapport à sa relation avec sa famille, son père en particulier, parce que son père est bien mis en avant. Ouais. Son père est bien mis en avant, et c'est limite le personnage principal avec lui. C'est vrai. Et par exemple, la relation avec ses frères dans le film est inexistante. Il y a juste le moment à la fin où du coup il va prendre dans ses bras tous ses frères pour leur dire merci beaucoup pour l'album d'adieu, pour le concert d'adieu, le Victory Tour avec les Jackson 5. En réalité, il avait prévenu personne, même pas ses frères, que c'était la dernière fois qu'il montait avec eux, et ça a mis un froid avec sa famille, en particulier son père, bien sûr. Et il y a eu aussi l'histoire, on en avait parlé un petit peu avant, avec Jermaine Jackson. Oui, qui avait quitté avant, qui était à la Motown. Qui restait à la Motown. C'est très étrange d'ailleurs que ce ne soit pas mis plus en avant, parce qu'en plus, le Jafar Jackson qui interprète Michael Jackson est le fils de Jermaine Jackson. Donc ce n'est pas expliqué. Jermaine est un fantôme dans l'histoire. Ça n'existe pas. Alors que dans la vraie vie, il y avait une grande rivalité entre eux. Mais pour revenir au scénario, alors même si moi, effectivement, je n'accorde pas autant d'importance au scénario qu'à la mise en scène, je trouve quand même que le scénario est mauvais. Parce qu'en fait, non, mais je dis ça. C'est mauvais. C'est mauvais. Citer Jean Dujardin. Non, mais c'est mauvais parce qu'en fait, il n'y a aucun axe. Tu vois, tu disais brillamment que Joe Jackson était mis en avant dans le film. Je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, il est déjà pas mis suffisamment en avant. Mais moi, si tu veux, par rapport aux faits réels, je m'en fiche un peu que ce soit, accurate, comme on dit souvent, par rapport à la vie de Michael Jackson. Peu importe, tu vois, à la limite, ça sert le propos, pourquoi pas. Mais là, ça ne sert aucun propos. Le film n'a aucun axe. Parce que le film essaie de te faire croire qu'au début, ça va parler de son émancipation vis-à-vis des Jackson, du label, et aussi de Joe Jackson. Le problème, c'est que cette idée-là s'échappe complètement à partir du moment où Off the Wall est cité, parce que à ce moment-là, en fait, ça devient à côté. C'est du second plan, en fait, tout film. Oui, il n'y a pas de cohérence scénaristique sur les thèmes. Et en fait, au début, c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais peut-être dans la mise en scène, tu me diras quand je pourrais y revenir. On va y aller après. Voilà, mais j'ai un truc important à dire avant. Moi aussi, je garderai ça pour la suite. Mais en gros, pour revenir sur le scénario est lisse, il ne sert à rien et n'a aucun axe. Et je trouve que c'est très dommage dans la vie d'un mec qui pourtant aurait pu avoir 50 films sur plusieurs aspects de sa vie différents. Il y a une chose aussi très intéressante dont on parlait avec Max juste avant, c'est justement au niveau scénaristique. Je rebondis sur ce que tu dis sur est-ce que ça doit être fidèle à la vérité,
un film, pour moi, ça n'a aucune importance. Voilà, toutes les personnes qui reprochent à des films, par exemple, historiques, le fait que ça soit pas précis, moi, j'en ai rien à faire. Et pareil pour les biopics. Alors, on parlait il y a juste avant d'Amadeus, qui pour moi est le plus grand biopic de tous les temps. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Vous n'avez pas de bon goût, mais c'est pas. Amadeus de Milos Forman sur Mozart. Bon, c'est pas du tout un biopic récent, parce qu'il date des années 70 ou 80, je sais plus exactement, mais et ce film-là a été beaucoup critiqué pour une raison en particulier, c'est que en fait, c'est pas du tout, justement, comme je disais, accurate, ça se rapproche pas de la vraie vie de Mozart, que apparemment Milos Forman a donné beaucoup de place au personnage secondaire de Salieri, alors que dans la réalité des faits, avec Mozart, je crois, avec Mozart, Salieri en fait n'avait pas autant d'importance. Et en fait, moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin, je veux dire, on fait du cinéma. Et quand on fait du cinéma, on parle de mise en scène, on parle de scénario, et en fait, on n'est pas là pour faire un documentaire, pour prouver des faits. On est là en fait pour raconter une histoire, et c'est comme quand on écrit un conte finalement. Il faut que cette histoire élève les consciences, qu'on apprenne quelque chose, qu'on en sorte plus grand. Voilà. Et donc là, ce qui m'a énervé, c'est effectivement que par rapport à un grand film comme Amadeus, en fait, on est purement sur une fiche Wikipédia et on n'est pas sur un véritable point de vue. Et c'est la transition un peu sur ce qu'on va dire après, parce qu'on va parler de mise en scène, vous nous voyez venir, avec Fuqua, comment il s'appelle, Antoine Fuqua, le réalisateur. Et donc, on va parler de mise en scène, justement. Est-ce qu'il y a un réel point de vue dans ce film-là? C'est le point. Je ne sais pas si vous voulez rebondir encore sur le scénario ou pas. Moi, en fait, juste pour revenir sur ce que j'ai dit au début, parce qu'en fait, j'ai pas envie de croire que je me suis contredit, parce qu'au tout début, je disais que ça ressemblait pas à Michael Jackson, que c'était un problème, parce que c'était l'image médiatique qu'il avait. Mais en fait, je me plains de ça, pas parce que c'est pas accurate, encore une fois, je m'en fiche, mais parce qu'il y a aucun axe. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, je me permets de le redire. Il n'y a pas d'axe. En fait, je me dis, pourquoi avoir pris l'image qu'il avait médiatique, si ce n'est pour juste avoir un aveu d'échec sur le fait qu'il ne connaissait pas l'artiste et qu'il voulait juste capitaliser sur son catalogue musical. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Je comprends. J'avais juste envie de revenir aussi sur le fait qu'il y allait avoir une suite. Déjà, oui, j'avais entendu parler de la suite. Le fait de l'appeler Jackson, je le trouve un petit peu drôle. Alors, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs, pas officielles. Hein, mais ça serait intéressant de ce scénario, je pense, c'est que tu vois, admettons le film, celui-là, Michael, ça induit qu'on parle de Michael, pas de Michael Jackson, l'image médiatique. On parle de Michael, l'enfant, Michael, l'adolescent, en fait, sa personnalité, tu vois, avec ses troubles et ses doutes, tout ça. Ça aurait été super intéressant qu'on parle de Michael, c'est tout. Et que la suite parle de Jackson. Donc, Michael Jackson. Quand il devient la star. En fait, ça aurait été intéressant. Sauf que là, en fait, il n'y a pas matière à faire ça parce que le film survole tellement tout qu'en fait, on ne parle pas de Michael ni de Jackson. Voilà, ça m'énerve. Mais vas-y, un deuxième film, le problème, c'est qu'ils seront obligés de partir sur la même mise en scène, sur le même type de scénario, le même type d'enchaînement que le premier. Ouais. C'est-à-dire, s'ils en font un deuxième, ils iront sûrement remettre des dates à chaque fois pour préciser quand c'est. Ils peuvent pas partir dans une direction opposée, c'est ça que tu veux dire. Ils vont pas le faire. Et par exemple, ce qui pourrait être intéressant s'ils font un deuxième film, même si je pense que le deuxième film aura un succès, mais forcément c'est Michael Jackson, ça aura un succès. Et surtout vu la production et vu les moyens, forcément. Mais après, je pense que ce sera peut-être de trop, un deuxième. Déjà que le premier n'a pas forcément eu l'unanimité, on le voit avec Théo, mais un deuxième risque un petit peu d'enfoncer les critiques qui ont été assez sévères pour certains points sur ce film. Un deuxième, ce qui pourrait peut-être être intéressant, ce serait qu'il y ait beaucoup de moments de flashback, que ça soit plus film et non du coup une reproduction de faits que l'on connaît déjà tous. Qui fait très télé. Même j'avais été méchant à un moment, j'avais parlé du fait que ça faisait Disney Plus ou voilà des. Oui, je suis d'accord. Non, c'est Disney Channel que j'ai pour ceux qui connaissent. Mais c'est vrai que voilà, ça fait télé et on a envie, peut-être pourquoi pas des flashbacks ou en tout cas tout simplement de la mise en scène. Quel aveu d'échec. S'ils font que des flashbacks pour le second film, en même temps c'est pas parce qu'on fait des flashbacks ça va être bien, mais en fait tout cas, ils sont piégés parce que dans tous les cas en fait pour le scénario est tellement lisse. Ils veulent tellement pas entacher l'image de Michael Jackson en pensant que ça va détruire sa légende, qu'en fait le film n'apporte aucune contradiction à son égard et aucun questionnement sur sa personne. Pourtant il y a plein de choses à dire sur lui, tu vois, sur ses méthodes de travail, sur plein de choses, tu vois. Et le problème c'est que la seconde partie du film qui normalement est censée se passer à l'étape Dangerous, normalement cette période-là de sa vie, c'est le moment où Michael Jackson devient controversé. L'accusation de pédocriminalité intervient en 93, c'est ce qui met fin au Dangerous Tour. En 2000, il a ses accusations pour la seconde
seconde fois de pédocriminel. Comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place? Comment ils mettront en place tous les moments où Michael Jackson est devenu controversé dans les médias? Peu importe, je veux pas dire que c'était qu'il était coupable ou non, c'est pas le concept, c'est pas ce que je veux dire. C'est que simplement en fait ils se veulent tellement lisses, ils veulent tellement survoler tout que là ils pourront pas survoler. Là c'est un terrain miné en fait. Le second c'est un terrain miné. Ils ne pourront pas ne pas marcher sur une mine. Ils sont obligés de le faire. Et là, à part faire des flashbacks pour le second film, je sais pas comment ils vont faire. Donc je suis très inquiet. C'est un casse-tête en fait où finalement ils sont rentrés. Alors on le précise juste par rapport à ça aux accusations, c'est qu'aussi ils ont une charte, comme on dit, une clause de où ils n'ont pas le droit de le dire. Michael Jackson en 94, il a réglé à l'amiable en fait le côté civil du procès, pas pénal. Les gens pensent beaucoup qu'en fait ça s'arrêtait là, mais c'est pas le cas. Le FBI a continué ses recherches pendant près de 10 ans, mais il se trouve que dans la clause qui a été signée, il est impossible pour eux de faire mention de Jordan Chandler, l'enfant qui était à l'origine des accusations. Et donc ils ont tourné en vérité pour le film Michael des rushs avec l'accusation. Et d'ailleurs la fin du film devait se finir comme ça, devait se finir sur Michael qui se regarde dans le miroir avec des gyrophares qui indiquent que la police vient le chercher, que le FBI. Sauf que ça a été annulé parce que ces cons-là, ils ont oublié, tout simplement, ils ont tourné tout ça, ils ont oublié de se dire, attendez, il faudrait qu'on vérifie ça parce que peut-être qu'on n'a pas le droit. Et ben ils n'ont pas le droit, et donc c'était 15 millions de dollars qui ont été foutus à la poubelle. Ils ont dû faire des reshoots, c'est pour ça qu'il est sorti un an après le film. Avec un report, d'un an. Avec le report, on en parlait, c'est pour ça aussi, au début de l'émission, que je disais, après tant d'années, c'est parce que c'est vrai que... Tu te dis, comment est-ce qu'ils ont fait pour oublier quelque chose aussi fondamental que ça? Ça fait depuis combien de temps que le biopic a été évoqué? Des années. Plus de 2 ans, c'est sûr. 3-4 ans facile. Ouais. Ça fait très longtemps déjà qu'il a été évoqué. Ouais. Alors simplement pour revenir sur ce qu'on disait avant, sur la mise en scène, il y a une critique que j'ai beaucoup aimée, que j'avais même citée, qui est de Kellem Vore sur Sens Critique, où il parle de beaucoup de choses, mais là j'ai envie de vous parler de la musique et de musique et de mise en scène, où il explique que même la musique, pourtant matière première essentielle, se voit parfois reléguée à une fonction illustrative. Elle surgit comme un rappel, un signal de reconnaissance, plutôt que comme une force structurante. Alors là, c'est juste le point de vue de la musique, mais on va pouvoir parler un peu d'image, on va pouvoir parler un peu de montage. Vous en avez pensé quoi de cette mise en scène d'Antoine Fuqua? Déjà, pour vue de la musique, en fait, ça rejoint, il le dit sans le dire, mais ça rejoint le côté capitaliste de faire un défilement du catalogue du musical. En fait, ça rejoint exactement ça, c'est que ça n'a aucun lien. Pourtant, je vais pas me permettre de dire que j'aurais mieux fait qu'Antoine Fuqua parce que je pense qu'il a été bridé par pas mal des producteurs. Oui, c'est ça. On peut pas, dans un film, dans une super production comme ça, c'est difficile, attention, d'accuser une seule personne. Non, mais je lis. C'est parce que c'est vrai que le grand public le fait très facilement. Soit c'est la faute d'un acteur, soit c'est la faute du réalisateur. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors que là, il y a tellement de millions, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, de millions de dollars en jeu et de personnes simplement sur le tournage. D'autant que l'importance de John Branca, on y reviendra tout à l'heure sur John Branca, parce que c'est des choses à dire. Le manager de Michael Jackson, l'un de ses avocats pour le moins, a eu beaucoup d'importance dans ce film-là, à tel point qu'il se met en scène dedans. Enfin, ça, j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, du point de vue de la mise en scène, alors il faut savoir que moi, j'avais aucune attente pour le film déjà à la base, mais il se trouve que le film m'a chopé un peu par les sentiments au début. Dans les 10 premières minutes, j'ai eu un espoir parce que j'ai trouvé les 10 premières minutes excellentes d'un point de vue de la mise en scène. J'explique à peu près ce qui se passe. Je suis pas d'accord, mais vas-y. Moi, je trouve que c'est très bien parce que l'un des premiers plans du film consiste à mettre en scène le petit Michael, qui regarde par la fenêtre à travers une sorte de barreau des enfants qui jouent dehors. Donc on voit déjà qu'il y a une sensation d'enfermement qui est intéressante, que ça va finalement être toute sa vie. On a l'impression d'être enfermé, d'être seul, tu vois. Donc ça commence comme ça, et puis petit à petit, on va voir Joe Jackson d'être extrêmement violent. La première violence, vraiment, elle m'a brisé le cœur. Je sais pas pour vous, mais ça m'a déchiré le cœur parce que c'est très violent. L'enfant joue très bien, et il y a cette scène où le petit Michael, il va se réfugier après s'être fait battre par Joe Jackson dans la salle de bain. La caméra fait une très grande contre-plongée, comme s'il y avait un regard très pesant dans cette maison. Et il y a surtout un détail, je trouve, qui est très important, c'est qu'il se met dans un coin de la pièce, comme ça, avec les mains sur les genoux. Et ça fait référence à un dessin que Michael Jackson avait fait plus tard, où il y avait marqué comme... il y avait un dessin d'un enfant qui était dans un coin, avec marqué comme légende, ne me critiquez pas, avant de me critiquer, aimez-moi et regardez mon enfance et vous verrez pourquoi je suis comme ça. Ça fait référence à sa chanson Childhood qu'il a sorti dans l'album History. Mais tu vois, c'est un élément de mise en scène que je trouve intéressant. On dit, on s'est intéressé à sa vie, à comment ce qu'il s'est vu, et tiens, on s'est dit, voilà, on va faire en sorte que ce dessin-là, on le remette dans le film pour faire une espèce de clin d'œil, que pour les fans, mais en soi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais à partir de la première date Wikipédia, hop, le film se perd et c'est fini. Et après, il n'y a plus de mise en scène, il n'y a plus rien.
Et je suis déçu. Après, je vais me faire une redite, mais je vais te laisser parler parce que sinon je vais être en colère tout le long. Non, mais je sais pas si tu as un avis sur le. Je peux te rejoindre sur ces avis-là où du coup ça se termine. Du coup, on se rend compte que c'est une page Wikipédia à partir du moment où on va voir les dates différentes qui vont s'enchaîner. Mais oui, par rapport à sa relation avec son père, je trouve que le début du film met en œuvre un petit peu d'où il vient, quelles sont les origines de cette légende, par quoi il est passé pour arriver si haut. Et c'est vrai que au début, en fait, on commence vraiment très très fort. Le moment où il est à l'hôpital après s'être fait brûler le crâne, où du coup pas son manager, son producteur vient le voir, qu'en fait il est dans la scène d'à côté avec un brûlé, qu'il ressorte et qu'il dise combien on a gagné avec la pub Pepsi, un tel, et ben on va reverser tout ceci à une association pour les personnes qui ont été brûlées. Bon, est-ce que ça a été vraiment fait comme ça ? Je ne sais pas. Mais c'est du scénar, ça, malheureusement, c'est pas de la mise en scène, tu vois. Ce n'est pas de la mise en scène. Oui, c'est juste du scénar, mais le problème, c'est que tu vois, quand je reviens moi sur la partie d'enfance, tu vois, où j'ai été un peu accroché, c'est que la mise en scène n'indique jamais, par exemple, la pauvreté des Jackson, qui pourtant fait partie intégrante de son histoire. On parle d'un artiste qui a vécu à Gary, donc un endroit en insécurité, défavorisé, et qui est devenu l'une des plus grandes stars du monde, avec d'ailleurs une apparence de personne blanche à la fin de sa vie qui indique qu'il a des privilèges qu'il n'avait pas avant. Et pour moi, c'est un truc super intéressant qu'on a pu aborder dans l'histoire de Michael Jackson, que c'est quelqu'un qui a une ascension fulgurante, mais en termes de classe sociale aussi, tu vois. Et je veux dire, c'est plus la classe sociale. Je posais une question, où est le racisme dans ce film-là ? Où est le moment où on parle de Michael Jackson ? C'est vrai qu'il y a aucun moment Michael Jackson est victime de racisme, alors que dans les médias, il l'appelait Waco Jacko à l'époque toute sa vie, parce que c'était une référence raciste. À aucun moment, quand il est petit, on te fait mention, par exemple, dans son... Moi, j'ai lu un ouvrage de Michael Jackson qui est son autobiographie, qui s'appelle Moonwalk, je vous la conseille. Et dans ce livre-là, il met en avant que quand il était petit, il allait déjà dans des bars à prostituées pour faire les débuts de Jackson 5, c'est ça en fait. C'est des bars à prostituées, il chantait devant des femmes dénudées. Donc ça déjà psychologique. Oui, c'est ça, c'est très tellement lisse qu'on ne montre pas ça. On ne montre pas le côté dur, le début de sa vie, le fait que personne ne s'intéressait vraiment à lui, et on ne s'intéresse pas non plus au moment où dans son livre, il explique très bien que quand il devait par exemple aller se soulager aux toilettes, on lui disait non, pas dans les toilettes des blancs, tu vas dehors pisser dans la rue en fait, parce que tu n'as pas le côté noir en fait. Et où sont ces moments-là ? Où sont les moments où Michael Jackson a été discrédité parce qu'il était noir, et pas que enfant, c'est même plus tard dans l'industrie de la musique. Où sont ces moments-là ? À aucun moment ce n'est interprété, et à aucun moment c'est mis en scène. Il n'y a aucune mise en scène dans le film. Tu vois, tu le disais très bien sans le dire, tu n'es pas marqué par le film parce qu'il n'y a rien de marquant dans ce film-là. C'est exactement. Et tu vois, un truc pour moi, un aveu d'échec total du film, c'est à la fin du film. Pour moi, c'est pas un spoil, parce qu'en fait, un bon film n'a pas besoin d'être spoilé, on s'en fiche pour moi. Un film qui est gâché par un spoil, c'est un film Marvel pour moi. Voilà. Non, mais c'est vrai, un film qui est très bon, spoilé ou pas, on le revoit quand on veut. C'est la même raison pour laquelle, quand tu as des beaux films, on le revoit plusieurs fois. En fait. Je suis pas d'accord, mais est-ce que c'est bon de s'aventurer sur le terrain de Marvel? Je ne suis pas sûr. Moi, je trouve pas que ce soit, pour moi, encore plus pour un biopic, on est censé connaître à peu près la vie de Michael Jackson, on s'en fiche de savoir si c'est un spoil ou pas. Mais tu vois, à la fin, en fait, il y a ce moment où Michael Jackson veut se séparer de ses frères devant un public. Du coup, il dit voilà, c'est le final tour comme ça. Et là, Joe Jackson, il est à côté. Donc ça, c'est vrai, pour le coup, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Mais en matière de mise en scène, ça ne raconte rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le but de cette séquence-là, c'est de montrer que Michael Jackson se sent oppressé un peu par ses frères et qu'il aimerait faire une tournée solo. Ça a toujours été son désir depuis Off the Wall. Et le truc, c'est que l'émancipation. Et que l'idée de Anton Fuqua et de la réal, c'est de montrer qu'avec le bas de tour, ça y est, c'est l'envol musical et de la performance solo de Michael Jackson, sauf que nada, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que le Victory Tour est filmé exactement de la même manière que le bas de tour. On n'a pas l'impression que c'est un concert différent. Exactement. Alors que tu vois, je veux dire, pas de point de vue. Je vais pas faire mon réal à la con, tu vois, j'aurais mieux fait. Mais je veux dire, pourquoi pas avoir filmé le Victory Tour avec un angle serré, montrer qu'il ne peut pas bouger comme correctement, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, et le bas de tour sur des plans larges, sur quelque chose de grandiose. Et là, non, c'est juste montrer, regardez, Michael, il est vivant, et vous pouvez le revoir de nouveau. Ça ne raconte rien, en fait, du tout. Tu dis, mais pourquoi ? Il y a tellement d'éléments mis en scène qui auraient pu être intéressants. Et pourtant, dès le début du film, que je t'avais dit avec le petit Jackson, c'est avec les barreaux devant la fenêtre, avec les enfants qui jouent dehors, tiens, intéressant, ils se sont enfermés. C'était plus intéressant. Et à la fin, c'est juste Michael Jackson qui chante, enfin Jafar Jackson, parce que pour moi l'illusion est ratée. Mais parce que justement, on ne voit jamais l'impact en fait qu'il a. On ne voit jamais culturellement qu'est-ce qu'il apporte dans le monde en fait. On ne sait pas qui il est. Pour moi, c'est pas Michael Jackson. C'est pour ça que je disais ça au début. Ce n'est pas Michael Jackson. Il y a aucun angle de vue sur lui. Pourtant, on aurait pu faire plein de choses sur lui, même s'axer sur le syndrome de Peter Pan. Ça aurait été très bien de s'axer. Ça a été un peu axé, mais c'est vrai que survolé. Ça a été la plupart des thématiques ont été survolées. Alors
simplement pour avancer, on va passer à une nouvelle thématique. J'aimerais quand même le citer parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup indirectement d'Antoine Fuqua, le réalisateur. Et pour tous les cinéphiles qui nous écoutent ou nous regardent, quand même citer donc, son film, certainement son meilleur film, c'est peut-être Training Day, je ne sais pas si vous l'avez vu, 2001, mais sinon il a fait Le Roi Arthur, La Chute de la Maison Blanche, la série des 3 Equalizer. Que des bangers. La Rage au ventre, il a fait le remake des 7 mercenaires, bien sûr, pas l'original, en 2016. Ouais, il est mauvais, quoi. Voilà, donc bon. Moi, je pense pas que ce soit le pire réalisateur que je connaisse. Moi, il y a la plupart des. Même le dernier Equalizer, je l'ai trouvé pas mal, par exemple, qui s'est passé en Sicile. Mais pour je pense que je dois être le seul, mais c'est pas grave. Pour Michael Jackson, il aura fallu Spike Lee, par exemple. Voilà, mais toi, tu me l'avais déjà dit en plus qu'on avait fait un jour un clip ensemble. Que vous retrouverez en description. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour citer Antoine Fuqua, donc ce réalisateur, je crois qu'il a la cinquantaine, il vient pas de nulle part. Antoine Fuqua, il a fait des gros blockbusters. Maintenant, est-ce que c'est un réalisateur qui a un grand parti pris? On parlait la dernière fois de Nia DaCosta pour la série des 28 ans, pour ceux qui suivent la chaîne. Donc, on fait des parallèles comme ça, mais c'est un peu des réalisateurs qu'on appelle ici, en étant un peu méchants, des yes man. Voilà, des personnes qui font des films de commande. Et là, il y a un peu ce côté-là. Voilà. De toute façon, désolé, je voulais pas m'étendre non plus. Non, mais à nouveau, je peux dire un truc là-dessus qui est intéressant. Justement, je vais peut-être enfin parler de John Branca et de son application dans la mise en scène du film, parce que c'est important. C'est important que John Branca, comme je l'ai dit, c'est l'un des ayants droit de Michael Jackson qui obtient son catalogue. C'est quelqu'un qui a été dans la vie de Michael Jackson comme étant l'un de ses avocats. Le problème étant que dans le film, il s'auto-met en scène en fait dans le film, parce que il apparaît. Alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, peut-être que tu connais. Je sais plus comment il s'appelle. Il est assez connu. Ah si, c'est Miles Teller. Miles Teller, voilà. Il a interprété Miles Teller joue John Branca. Le problème étant, un super acteur au passage. Oui, mais le problème étant qu'il ne joue pas une super personne en vrai. Pourquoi ? Parce que John Branca, c'est un serpent qui a fait partie de la vie de Michael Jackson, qui a été viré 3 fois par Michael Jackson dans la vie, et qui a obtenu d'ailleurs les droits de Michael Jackson à la fin de sa vie de manière un peu suspicieuse. On ne sait pas vraiment si c'est pas un peu de la fraude. Voilà, c'est juste pour l'anecdote, mais c'est important parce qu'en fait dans le film, on a l'impression que c'est son bras droit. On a l'impression que c'est quelqu'un qui l'a aidé dans sa vie. Un peu le sauveur aussi. Oui, c'est ça. Dans la scène dans la salle de réunion, on a l'impression que c'est le seul à cerner Michael Jackson. Alors on précise simplement pour ceux qui ne se rappelleraient pas ou qui ne l'auraient pas vu. Oui. Donc en fait, Michael est encore sous le joug de son père à ce moment-là. Il cherche un nouveau manager. Il arrive dans cette salle avec plein de personnes, dont beaucoup de vieux. Et il y a ce John Branca qui est plus jeune que les autres. Et Michael s'adresse à lui et lui demande pourquoi tu voudrais. C'est vrai, c'est comme ça. Et bon, pourquoi tu voudrais me suivre ? Et il lui dit parce que je pense que vous êtes tu es la plus grande star de tous les temps. Oui. Et c'est pour ça que tu devrais me suivre. Et Michael dit oui. Bon, je sais pas si ça s'est passé comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que il lui a dit je veux toi. Le problème, c'est qu'il donne l'impression dans la mise en scène, pour le coup, qui a l'air étonnamment un peu plus accentuée là, parce qu'on voit le regard de Michael qui baisse ses lunettes, donc qui développe déjà un rapport intime avec lui. Et le fait de casser la barrière, ça développe une amitié naissante, alors que ce n'est pas le cas dans la vie. Mais là, le problème, c'est que le film est bien mis en scène au moment où ça met en scène en fait John Branca. Et c'est ça que j'aimerais dire sur la mise en scène, c'est qu'en fait, le film n'est jamais aussi intelligent que pour illuminer John Branca au lieu de Michael Jackson. Et c'est très grave pour moi parce que ce mec-là n'était pas ce qu'il était vraiment. Même au passage où il est devant l'un des dirigeants de MTV, il est à côté de lui comme si c'était l'un des mecs qui a réussi à faire passer. Oui, alors en précisant, c'est parce que il n'y avait pas d'artistes afro-américains avant, très peu sur la chaîne MTV qui diffuse des clips. Mais là, c'est grave de le faire passer autant comme un ami. Même, tu le disais tout à l'heure, quand il est à l'hôpital et qu'il lui ramène un Mickey, les rapports entre eux n'étaient pas comme ça. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est pas accurate, c'est pas je m'en fiche, mais c'est juste le parti pris de dire la meilleure mise en scène, c'est celle qui met en place John Branca et pas Michael Jackson. Oui. Et sachant que John Branca est dans la boucle de production. Justement, ça révèle quelque chose sur sa manière de procéder. On sait qu'avec les fans, ça fait une dizaine d'années qu'on attend des exclus sur Michael Jackson, qu'on attend des documentaires qu'on n'a jamais, parce que John Branca réfléchit comme un ultra-capitaliste qui ne veut pas perpétuer la légende, mais qui veut perpétuer sa légende. Et c'est un gros problème qu'on retrouve dans la mise en scène du film et dans le scénario. Merci pour cet aparté sur John Branca. Et j'aimerais quand même, parce que on l'a cité rapidement au début et plus depuis, quand même parlons de ce qui est, à mon sens, le point le plus positif du film. Si vous n'êtes pas d'accord, déchaînez-vous. Attention. Peut-être que vous serez d'accord. J'ai peur de Théo là pour sa réaction. Pour moi, le point le plus positif du film, c'est les performances d'acteurs, en particulier de Jafar Jackson, qui est le neveu.
de Michael. Mais pour le citer également, c'est Coleman Domingo d'ailleurs, que je crois que on a eu 3 émissions où on a parlé de Coleman Domingo, mine de rien. Il avait fait Running Man, on avait fait une émission, souvenez-vous, sur Running Man sur la chaîne. Il a été dans Wicked, la deuxième partie. C'est ça, on avait parlé aussi de Candyman avec Nia DaCosta. Eh bien, il est dedans. Il est dans Selma, dans Lincoln de Spielberg, qui est pas trop mal. Voilà, et donc on a quand même Coleman Domingo qui joue très bien, je trouve, le père de Michael Jackson. On a Jafar Jackson qui interprète à fond Michael. Je sais pas si pour vous aussi c'est le point positif, vous n'êtes pas d'accord? Je peux comprendre cet avis, je suis pas forcément d'accord. Car dans les acteurs, on va dire que celui qui m'a le plus impressionné, c'était le gamin, celui qui jouait Michael Jackson petit. Ah, Michael Jackson petit. Lui, okay, en fait, dans les acteurs, je voyais Michael Jackson petit en le voyant. Okay. Jafar, c'était différent parce qu'on a tous cette image de Michael Jackson et Jafar, on voit les différences. Et son but n'est pas d'être Michael Jackson, ce n'est pas Michael Jackson et on le sait très bien. Mais je trouve que, je crois qu'on en avait débattu même en sortant du Grand Rex, le fait qu'il prenne la voix aiguë aussi en privé, sachant que ce n'est pas sa vraie voix. Il n'utilisait pas la même voix en public que dans des cadres plus privés. Ouais. Et le fait que... Oui, Michael, oui. Quand on voit la voix, on a l'impression, on a peur au début, j'ai eu super peur qu'il y ait des tonnes. Tu parles de la voix qui serait un peu aiguë. J'avais peur qu'il en fasse des tonnes et que ça soit tout du long. Après, ça allait. Au final, ça allait, ce n'était pas trop dérangeant. Mais, encore une fois, si ça avait été des tonnes, ça n'aurait même pas été de sa faute. Ça aurait été du coup les idées de mise en scène et les intentions de jeu qu'on lui aurait donné. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça. Et voilà. En fait, tu vois, la voix de Bambi, un peu, tu vois, la voix un peu castrée, parce qu'il y a même une légende qui disait, qui prétend que Michael Jackson aurait été castré chimiquement pour préserver sa voix, ce qui est faux, hein, bien sûr, mais c'est les médias qui l'ont relayé. Le problème étant qu'en fait, s'il devait garder sa voix de Bambi dans sa vie privée, comme tu le dis dans le film, s'il y avait un parti pris dessus, de montrer que c'est comme une sorte de Peter Pan dans la vraie vie, que c'est une sorte de gamin adulte, tu vois, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est pas vrai, mais c'est intéressant. Encore une fois, comme il n'y a pas de parti pris, ça fait juste passer Michael Jackson pour quelqu'un qui n'a pas été, tout simplement, en fait, et c'est très étrange. Dans le but, il voulait un petit peu garder le côté fantasque de la personne et pas... en fait, il voulait que ça soit une personne à part. Je pense que c'était ça. Il voulait pas montrer sa vraie voix, car il a une voix assez grave dans la vraie vie. Et des fois, on l'entend dans des prises de parole. Des fois, il se trompe et il se reprend en reprenant sa voix. Si je peux me permettre, c'est aussi parce que Michael Jackson, en fait, il a juste aussi une palette au niveau de son timbre de voix qui est insane et c'était la même chose si vous connaissez. Il a vieilli aussi. Il a aussi vieilli. Il a vieilli, mais si vous connaissez par exemple Daniel Balavoine, il y avait ce même truc où en fait c'est des chanteurs comme ça qui sont capables d'avoir une telle comment on appelle ça j'ai un trou de mémoire, mais de passer de très grave à très palette, voilà. Palette de voix qui est hors du commun, qui est très rare pour des êtres humains. Et quand tu arrives à avoir ça, effectivement, tu peux avoir à la fois une voix très très grave et une voix très aiguë. Et donc, forcément, tu peux modifier ta voix, qui est quand tu parles, je veux dire. Et ensuite, ta vraie voix, c'est pas forcément celle que tu vas montrer. Justement, tu vois, ce qui aurait été bien, c'est que comme Michael Jackson utilisait cette voix-là pour apparaître médiatiquement, pour apparaître au niveau de la presse, c'était intéressant. Je montrais dans un film qui s'appelle Michael, encore une fois, où on s'intéresse à son intimité, de montrer qu'il jouait avec ça, il jouait avec une apparence. C'est d'ailleurs la même problématique avec le vitiligo. Et c'est ce que j'attendais beaucoup. La maladie de peau. Ouais. Oui, en fait, moi, l'un des problèmes que j'ai avec le film aussi, c'est que j'aurais aimé voir un film moderne sur Michael Jackson. Parce qu'en fait, on a eu, ceux qui ne savent pas, on a déjà eu des biopics, on va dire, des téléfilms sur Michael Jackson. Donc à la fois, il y a eu Jackson, An American Dream, dans les années 80. Il y a eu en 2004 Michael Jackson, Man in the Mirror. Et il y a eu Searching for Neverland en 2017. Et les trois avaient un regard naturellement, moins 2017, mais un peu autre, un peu, on va dire, archaïque, on va dire, sur Michael Jackson. Parce que déjà, sa fin de sa vie n'était pas toujours mis en scène pour la simple bonne raison qu'il n'était pas encore décédé déjà, et qu'il n'y avait pas un regard avec suffisamment de recul, notamment par exemple sur ses maladies ou ses excès. Et donc dans ce film-là, j'aurais aimé qu'il y ait une prise de recul et sur le vitiligo, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que Michael Jackson s'est blanchi la peau par pur racisme, alors que ce n'est pas vrai. Et ce vitiligo-là, dans le film, c'est une phrase, une scène dans le film. Oui, ça c'est évoqué, et alors qu'ils auraient pu aller plus loin. Alors que ça aurait pu être, encore une fois, je reviens dessus, sur la mise en scène une personne noire qui devient blanc. C'est pas rien dans l'industrie de la musique, même dans une industrie en termes de classe sociale. Ça peut être super intéressant qu'ils amènent ça au niveau de la mise en scène, dans le fait que Michael Jackson, artiste afro-américain, devient blanc aux yeux du public. Et qu'est-ce que ça apporte dans le monde de la musique, et qu'est-ce que psychologiquement, comment ça l'affecte, comment est-ce qu'on parle de lui? Là, pas du tout. Il est devant un chirurgien, et il montre sa maladie de peau, et le chirurgien il dit
oui, effectivement, c'est un peu commun et tout. Il fait, c'est vrai, je mets de la crème et tout, et ça ne revient jamais. Alors que ça aurait pu être un point de vue assez moderne. Je ne peux pas le contredire là-dessus. Ça aurait pu être un point de vue moderne sur la vitiligo, dont beaucoup de gens aujourd'hui souffrent en silence. Et c'est dramatique qu'un film en 2026 fasse cette erreur-là sur Michael Jackson. J'avoue, c'est un peu dommage. Il y a Kellen Moore, encore une fois, sur Sens Critique, qui dit exactement la même chose, qui dit qu'il y a en creux une piste plus stimulante que cette œuvre effleure seulement, sans la suivre. C'est celle d'un corps en transformation permanente, d'une identité qui se recompose sous le regard du monde. C'est exactement ce que tu dis, la question de un corps en transformation et aussi une modification qui n'est pas seulement physique, qui va aussi être intellectuelle, spirituelle, et qui est forcément très grande pour Michael Jackson. Ça, c'est effleuré. En fait, on ne rentre pas dans le vif du sujet de pourquoi il change et comment il change. T'as même aussi t'as un début, en fait. Encore une fois, le film est clairsemé de plein de petits points positifs qui ne sont pas assez suffisamment élevés pour que ce soit des bons points positifs. En fait, t'as tout ce truc, t'en avais mention à un moment donné avec moi après le film, c'est qu'à un moment donné, il regarde beaucoup le livre de Peter Pan. Et en fait, t'as même un moment subtil. En fait, il lit Peter Pan avec Bubbles qui est à côté. Et il regarde Peter Pan, il fait ça avec son nez, il se regarde dans le miroir. Et en fait, ça indique que il aimerait avoir le même nez que Peter Pan, un nez retroussé, un nez blanc en fait tout simplement. Et en fait, tu dis c'est un élément intéressant. Tiens, c'est un mec quand même qui va ressembler à un personnage de fiction. C'est intéressant quand même d'avoir cette remarque-là, de dire qu'est-ce que ça apporte psychologiquement au personnage. Et devinez quoi, il ne se passe jamais rien par rapport à ça. À aucun moment on refait mention de ça. Et en fait, il refait son nez comme ça, et puis après c'est fini. Et tu dis, c'est des éléments. Tu dis, mais pourquoi ça aurait été... La transformation de Michael Jackson, c'est toute une histoire en fait. Ça aurait pu être bien amené. Je sais pas ce que t'en penses toi, Max, mais c'est dommage quand même, non? Par rapport à Peter Pan, j'avais pas fait gaffe à ce détail du nez sur la bande dessinée et sur le fait que c'est un lien direct avec sa chirurgie. Mais c'est vrai que sa chirurgie, on ne l'a pas forcément beaucoup évoqué. En fait, il y a vraiment une scène où bam, il va chez le chirurgien. On s'y attend pas, on est surpris, on se dit ça y est, on en est déjà là. Et le retour, la peur, l'appréhension de la réaction qu'aurait son père qui rigolait un petit peu à cela et fin de l'histoire, basta. Ils reviennent pas forcément longuement sur sa transformation qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Oui, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, tu parlais en parlant en privé du regard des frères, dire qu'ils sont des PNJ dans le film. Les frères Jackson n'existent pas dans le film, ça n'existe pas. On les voit dans la piscine. L'émancipation de Michael Jackson se fait toute seule. Il a aucun mal à s'attacher d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'existent pas. Alors que pourtant, Jermaine Jackson, qui était l'un des principaux concurrents de Michael Jackson, étonnamment, c'était son frère, mais c'était quelqu'un avec qui il y avait une grosse rivalité. Et Jermaine, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il avait même écrit une chanson contre Michael Jackson qui critiquait ses choix de transformation physique, parce que justement le fait de devenir, d'éradiquer un peu toutes ses origines physiques, ça, aux yeux de la famille, ça paraissait comme quelque chose de vachement raciste et aussi de immoral en fait. Et tu dis dans ce film là ça n'existe pas. Non, même Joe Jackson, il y a un début, comme tu dis tout à l'heure aussi, quand il apparaît devant Joe Jackson, une scène qui est plutôt réussie je trouve en termes de mise en scène, où il est avec ce bandage, il essaie de se cacher, et Joe il fait viens voir comme ça. Il y a un côté un peu je dis il va se faire frapper, pas possible, il va se faire taper. Il arrive et Joe en fait il est choqué par ce qu'il voit, mais ça ne revient jamais. Alors que Joe aurait très bien pu dire t'as honte de moi machin, alors que c'est lui qui est responsable parce qu'il appelait Big Nose dans le film. Ça apparaît une seule fois d'ailleurs, mais ça aurait pu être ça, tu vois. C'est en rentrer dans le vif du sujet et aller dans des propos un peu plus polémiques, un peu plus oui c'est ça, sur pourquoi est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça implique. Voilà. Alors les amis, puisque après il y a plein d'étapes, et même pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, on a le quiz, on a les recommandations, etc. Mais avant, pour faire un peu le tour sur Michael, le biopic, la première partie du biopic, comme à notre habitude, on fait un bilan du film. Donc c'est est-ce qu'on conseille ou non ce film, et faire le résumé en une ou deux phrases. Je vous cite une dernière fois un extrait de la critique que j'ai beaucoup apprécié, qui dit que c'est ni une véritable célébration faute d'élan, ni un regard critique faute de courage, et que en fait il n'y a pas vraiment d'intensité dans ce biopic. Moi c'est un peu, mon avis se rapproche beaucoup de ça. C'est un espace où le film n'est pas non plus une honte absolue, puisqu'il est lisse finalement, puisqu'il est pas très intéressant. À votre tour,
Qui veut se lancer? Tu veux commencer ou je commence? Oh, je te laisse commencer. T'as le meilleur pour la fin, parce que tu auras un peu de positif. Oh non, le meilleur. Non, mais je viens dans le côté positif, tu vois. Non, mais moi, je reviens dessus, mais évidemment, je suis dépité, ça s'est entendu, ça se voit, j'ai commencé à pleurer. Non, mais en vrai, c'est con, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, ça fait des années qu'on attend un biopic digne de ce nom, parce que celui de 2004, il était absolument ridicule. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir, parce que pour dépeindre Michael Jackson qui devient blanc, ils ont pris un acteur noir avec de la farine sur le visage. Pour vous, mais c'est pas une blague. Je ne l'ai pas vu. Les fans en connaîtront, parce que c'est connu dans les fans que c'est vraiment un biopic un peu drôle pour ce point de vue-là. Mais bref, en fait, ce film-là, pour moi, il me dégoûte parce que, comme tu le dis, il est lisse et il fait la pire erreur possible. C'est pas un film que je me dis, j'ai pas apprécié parce que le choix de mise en scène ne m'a pas intéressé, parce que ça dépeint pas Michael Jackson comme j'aurais voulu. Non, en fait, ça n'est pas Michael Jackson, tout simplement. C'est terrible. Ce film survole absolument tout ce qui aurait pu être Michael Jackson. Thriller. On a fait une émission, un jour un clip sur Thriller, qui pour moi est bien plus pertinente que le film, parce que Thriller, je n'exagère pas, c'est 30 secondes du film. Thriller, quoi. Le clip, c'est, on reprend les mêmes caméras, machin, on voit Michael Jackson qui prend la mise en scène du clip, et c'est tout, ça s'arrête là. Alors qu'il y avait tellement plus de choses à dire, parce que on parle de quelqu'un, comme on l'avait dit dans l'émission, qui était à l'initiative du vidéoclip, donc du mélange du cinéma, de l'industrie musicale et du cinéma. Comment rater un film sur Michael Jackson qui ne parle pas du fait qu'il a été le premier à amener de la fiction dans des clips, en fait. Ça n'est même pas mentionné une seule fois. Tu dis, c'est tellement dommage. Et à cela, moi, je suis déçu et je pense qu'il faut revoir à la hausse le téléfilm qui avait été fait, qui s'appelle Searching for Neverland en 2017, qui est interprété par l'un des sosies officiels de Michael Jackson et qui avait un axe de réflexion hyper intéressant et une mise en scène géniale. En fait, ça racontait Michael Jackson dans les années 2000, donc ça parlait pas d'avant, ça parlait de l'après-procès 2005 et de comment ce qu'il vivait et de l'avant This Is It jusqu'à sa mort, du coup. Et ça prenait le parti pris de ne pas raconter la vie de Michael Jackson à travers son regard, mais à travers le regard des gardes du corps de Michael Jackson, qui ont vécu sa fin de vie avec lui. Et justement, le regard est génial parce qu'on a à la fois un Michael Jackson mignon, mielleux, mais parfois un petit peu inquiétant et un petit peu, il fait un peu pitié, entre guillemets. Donc là, le regard n'est pas lisse et ça fait, malgré que ce soit un téléfilm avec un petit budget, un téléfilm bien meilleur que le sera jamais ce biopic-là. Merci Théo. Merci Théo. À toi, Max. Pour le découvrir, je trouve que c'est pas si mauvais. Pour découvrir quelqu'un qui ne connaît pas Michael Jackson, quelqu'un qui ne le connaît pas plus que ça. Pour quelqu'un qui le connaît, ça va être très moyen parce que, encore une fois, même si ce sont les directives de la famille, des ceux qui ont l'emprise sur les droits, ceux qui ont fait le film ne se sont pas forcément mouillés et ont eu vraiment peur de s'aventurer sur certains terrains sur lesquels ils auraient pu regretter. Le but de ce film était vraiment de redorer l'image sans montrer aucun aspect négatif sur le personnage et donner une image fantasque de ce qu'est Michael Jackson. Les points négatifs sur lui font partie de sa vie. Intrinsèquement, il n'y a pas de Michael Jackson sans ce côté controversé qu'il a. Et c'est ce qui redore en réalité sa légende. C'est juste que dans cette nouvelle génération, les gens n'auraient peut-être pas été réceptifs au film s'il y avait eu tout cela. Et comme tu le dis, c'est une pub un petit peu mal passée. J'ai plus le mot en particulier. On capitalise, c'est ça. On peut pas capitaliser sur un artiste qui a des problèmes judiciaires. On peut pas capitaliser sur lui. Du coup, ce qu'ils ont fait, la technique, c'est de faire un Michael Jackson qui n'a pas existé, quelqu'un d'absolument lisse, un Christ en fait, un Jésus tu vois, et qui est là pour dire je suis encore vivant et puis je suis encore vivant dans vos Fnac, dans vos Amazon pour vous acheter mes vinyles en fait. Si je puis dire, j'ai juste envie d'aller un peu plus loin parce que sinon je m'en voudrais. C'est quand on a eu beaucoup de biopics, on le disait au début, mais quand on a un artiste comme Michael Jackson, en fait, on a envie que le premier gros biopic depuis sa mort qui sort sur cet artiste-là, ça soit juste un film exceptionnel. Oui. En fait, on a envie d'avoir un film qui est à la hauteur de cette légende qui est Michael Jackson, l'un des plus grands artistes de tous les temps. Et comment on peut en arriver à avoir ce film lisse? Pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est un drame. Et ce que je dis, c'est même pas du tout par rapport à Michael Jackson. C'est le film en lui-même doit être bon. Ça doit être un bon film de cinéma. Ouais. Et je m'en fous. Je veux dire, si vous aimez Michael Jackson, vous regardez ses concerts, vous écoutez ses albums, vous regardez d'autres documentaires. Mais là, on a envie on est passionné de cinéma et donc par respect pour le fait de faire. En fait, le fait de faire un bon film, c'est aussi aimer tout simplement l'art.
aimer faire des belles choses et pas simplement capitaliser aveuglement sur un artiste, quoi. En fait, le film réussit l'exploit d'être à la fois une mauvaise représentation de ce qu'était Michael Jackson et à la fois un mauvais biopic. Parce qu'en fait, c'est juste un mauvais film en lui-même. En fait, comme je l'ai dit, c'est pas un biopic sur Michael Jackson, c'est sur John Branca et sa succession. Nous allons passer tout de suite au quiz de Radio Ciné. Donc, on va voir à la régie si c'est possible de lancer le jingle quiz. Si c'est possible, let's go pour le jingle quiz. Théo a tellement été dégoûté qu'il ne veut même plus danser. il veut même plus danser sur le jingle quiz. Ça, c'est terrible. Alors, les amis, donc si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez comment ça se passe. En gros, et je te précise aussi, Max, pour toi, c'est la première personne qui répond dès que je commence à dire la question. 1 point par réponse, et vous avez surtout une seule proposition. Si jamais vous avez déjà répondu, vous arrêtez. Vous ne pouvez plus répondre. Sauf si je vous autorise et que tout le monde a déjà répondu, d'accord ? Il y a une dizaine de questions à peu près. Ok. Êtes-vous prêts ? Oui. Oui. Il a un peu déprimé. Il a répondu en premier, mais la réponse n'est pas forcément. J'ai envie de faire le rire de Vincent Price à la fin de Thriller là, pour montrer mon côté démoniaque qui ressort. Ouais. Belle ref. Alors, donc, si vous nous suivez chez vous, voilà, n'hésitez pas aussi, alors, soit en direct ou même plus tard, hein, n'hésitez pas à participer avec nous, voir si vous êtes plus rapide que ces deux chroniqueurs. Impossible. On va voir. Ce sera essentiellement sur le film, du coup, les questions. Oui, mais okay. oui et non. Et en fait, sur le film, j'avais pas tant de choses à... Mais vous allez voir. Il y a tellement rien, en fait. Même le questionnaire, il je suis sûr que tu allais intervenir, Théo. Alors, le début, c'est très simple. Quel réalisateur a collaboré avec Michael Jackson pour le clip Thriller ? John Landis. Oui. 1 point pour Théo. On a fait un jour un clip pour ce genre de choses. On a fait. Alors, si jamais vous suivez la chaîne, n'hésitez pas à regarder justement nos épisodes qu'on a fait, parce qu'on va en sortir bientôt sur Beat It notamment, mais on a déjà fait celui sur Thriller sur la chaîne. Donc c'est un jour un clip où on parle des clips vidéo. Oui. Pas que de Michael Jackson, bien sûr. Mais... Alors, quel est le coût estimé du clip Thriller à sa sortie ? Alors, à $100,000 près. Ah, je t'avoue. Le coût du clip Thriller ou les... que le clip, ouais. La rentabilité, tu veux dire ou, Non, le coût à faire. Sans prendre en compte de l'inflation. Ça, pour le coup, ça va être du pif. Hein, pour moi, à peu près à $100,000 près. Je ne me rappelle plus. Je sais pas. Si vous ne savez plus, je passe à la suivante. 800 000 Moins. Ouais, j'ai 800 000, c'est énorme ce que j'ai dit. 400 000, je crois. Je te compte la pointe. Ah ouais, c'était combien? C'était 500 000. Oh, bah je oui, dis à 100 000 à 100 près. À 100 près. Ouais, non, je sais que c'était à moins de 600 000. Ouais, c'était un super blockbuster, moi, 800 000. Dernière question sur Thriller. Quel film de John... Bon, je parle aussi de Thriller, puisque bien sûr, c'est dans le biopic. Hein. J'ai la réponse, ça y est. Quel film de John Landis influence directement l'esthétique de Thriller ? Le Loup-garou de Londres. Quelle année ? 80. Non, oui, bien joué. 1980. T'as fait le piéger, là. Quelle année ? Oula. Alors, quel est le nom du ranch que Michael Jackson a acheté en 1988 ? Putain. Bravo. Neverland Valley Ranch. Je voulais attendre la fin de la question. Neverland, très bien. Désolé. Alors, c'est des questions assez simples. Bon, après, ça se complexifie. Mais allez. Quel accident grave survient à Michael Jackson en 84 ? Brûler les cheveux. Brûler les cheveux. Non, mais le cache-chevelu. Pour quelle pub ? Pepsi, oui. Allez, j'accorde le point à Théo. Ouais, bien sûr. Mais c'est le micro, j'ai baissé la garde. Le cerveau, mais soyez prêts. Vous avez vu, ça fuse très rapidement, hein, donc je ne sais pas si vous suivez. Alors, quel est le nom de l'animal qui accompagnait Reagan ? Bubbles. T'as dit quoi ? T'as dit le nom. Ah oui, T'as dit le nom, moi j'ai dit Bubbles. Et c'était quoi ? Oui, c'était un chimpanzé. C'est plus précis. J'ai dit le nom, ouais, effectivement. Je me suis pas trompé de la question, mais oui, c'est Bubbles. Scheiss. Le chimpanzé de Michael qu'on voit dans le film également, bien sûr. Je ne cite que des trucs qui sont cités, bien sûr. Une image de synthèse horrible d'ailleurs. Plus c'était vu le Thriller. C'était des images. Oui. Plus présent que l'album Thriller. Ouais. C'est très vrai. Ça. C'est totalement vrai. Putain, quelle hérésie. Alors, êtes-vous prêts ? Je pense que là, vous l'aurez tous les deux. Je suis pas certain. Michael Jackson. Combien de Grammy Awards MJ a remporté en une seule soirée en 94 ? 0. 14, non ? 0 et 14 Il avait remporté 0 Grammy Awards. Non, j'ai dit en 84. Pour Thriller, oui, 14, du coup 14. 9 Pas quasiment. 8. Ouais, 14, ça me semblait beaucoup. 14, c'est plus que les Oscars. Deux soirées marquantes, il y en avait une où il en avait 8 et une où il en a eu 0. C'était pour Bad, il a eu 0. Il a eu 0. Oui, mais c'est pour Thriller, du coup. Il en a eu une, je crois, 84. mais il était déçu par le résultat. C'est quelque chose qui n'est pas montré dans le film, évidemment. Bien sûr.
Et voilà, non, là on parle de son record qui est du coup pour Thriller, c'est en grande. Même si Bad, je suis d'accord, aurait mérité autant. Ouais, mais... si t'avais juste changé le petit mot à la fin. J'ai dit, c'est pour ça, mais l'année est venue à la fin, donc. Mais parce que oui, Bad c'est 87, donc là on est en 84 dans 3 ans. Contre qui il a perdu contre un album connu, U2. Il a perdu contre U2, ouais. Oui, pour Bad. Ouais. C'était Joshua Tree, non? Ouais, je crois que oui. Qui est par ailleurs un chef-d'œuvre aussi. Oui, mais Bad, pardon. Mais Bad est au-dessus. Bon, après, ça, c'est des questions purement musicales. Voilà. Alors, quel est le premier clip à être diffusé en rotation lourde sur MTV? Billie Jean. Oui, c'est Billie Jean. C'est cité dans le. Là, je crois qu'il te met une vitesse un peu sur. Oui. Dans ça. Mais. Théo n'a pas aimé le film, mais pourtant. Mais pourtant, il dégaine vite. J'aime Michael Jackson, pas le film. Mais t'as des points d'honneur, j'ai donné peut-être des points bonus à la fin. Ah ouais, genre vraiment, vous avez autant de peine pour moi que ça. Mais c'est abusé. Mais non, mais t'as 2 points, t'as 2 ou 3 points, je sais plus. 2 points. T'as 2, je crois. J'ai dire 0. Quelle maladie de peau est diagnostiquée? Vitiligo et lupus, d'ailleurs. Mais il est très bon. Vous n'avez pas eu le temps d'entendre la question, je pense. Il avait aussi le lupus, Michael Jackson. Et c'est pas montré dans le film non plus. Ah, ça, je savais même pas. Une maladie de peau qui, en fait, alors je me sens que ça rend la peau très très fragile. Il avait des rougeurs énormes sur le contour du nez et d'ailleurs ça dégradait en fait la qualité de sa peau. Raison pour laquelle il a dû faire aussi des chirurgies réparatrices, pas uniquement pour l'esthétique. Voilà. Et dans le film, c'est montré un tantinet parce que dans le film, à un moment donné, il se met un coton, il fait aïe comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est uniquement. Bref, j'arrête parce que j'en ai. Théo plaint le fait qu'il y ait eu trop peu de détails sur plein de choses. Mais comme je le disais, il aurait fallu faire un film sur 2-3 journées de Michael Jackson, c'est bon déjà film, beaucoup. C'est tout. En fait, oui, c'est vrai que 2 heures. Qu'est-ce qu'on. Alors, quel film se termine au moment d'une grande tournée de concert et pardon, le film, excuse-moi, le film. Michael se termine sur une grande tournée de concert. Quel est son nom? Victory Tour. Non. Quoi? Tu as mal lu la question. Ah, Bad Tour, pardon. Ah, tu peux pas répondre. Ah, t'as déjà répondu. Non, mais dis pas ça. Repose la question, s'il te plaît. Tu allais super vite et sous Théo. Oui, excusez-moi. Alors, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. C'était catastrophique. Je m'excuse, mes plein d'excuses. Moi aussi. Il n'y a pas de souci. Le film se termine au moment d'une grande tournée de concert. Quel est le nom de cette tournée et quand a-t-elle eu lieu? Oh là là. Fais pas genre mais déjà, il s'était trompé parce qu'il avait dit 91 pendant l'émission. Oui, du coup, c'est pas 91. Je dis rien. Quel film? Non, du coup, la tournée de concert, elle s'appelle comment? La dernière qu'on voit dans le film. The Bad Tour. The Bad Tour, The Bad World Tour. Et quelle année? Alors là, c'est l'album. 87, du coup, le tour. Oui. Jusqu'à quelle année? Le Bad Tour, c'est très précis. 89. Ouais, oui, 87-89. Bien joué. Allez, je t'accorde le point. Encore heureux. Encore heureux. En fait, c'est ma faute parce que j'ai mangé la question. Il a mangé. Quelle arrogance. Alors, bon là, c'est très vague, mais j'ai essayé de faire une bonne question. On va voir si ça. Vous jugerez de toute façon chez vous si c'était ou pas une bonne question sur les musiques. Quel morceau de Michael Jackson repose sur une ligne de basse jouée par Louis Johnson et une structure très minimaliste qui est utilisée en production musicale? Donc, ça repose essentiellement sur une ligne de basse jouée par Louis Johnson. C'est peut-être pas la seule musique de Michael Jackson, alors je précise. Elle est parue en 83. C'est Billie Jean? Oui. Ah oui, c'est... Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Avec du coup de la basse et non pas de la guitare. Oui. Je m'attends, j'allais tellement sortir, j'allais dire un truc compliqué. C'est pas parce que la question est compliquée que la réponse est compliquée. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Allez, là, il va falloir être rapide, mais c'est pas grave. Même chez vous, je pense qu'il faut être rapide. Quel morceau de Thriller mélange rock, pop avec un solo de guitare signé... ensemble. Bravo. Aussi en 83. Voilà, et je tease pour ceux qui suivent de près la chaîne, sachez que on parlera justement de Beat It très bientôt sur cette même, sur Radio Ciné, mais en fait dans l'émission Un jour un clip. Voilà. Bien écoutez, bravo Théo. Je pense qu'on peut t'applaudir. On a les micros, mais on t'applaudit chaudement. Bravo, bravo. Je le pose carrément. Le pose pour applaudir. Bravo. Allez-y. Ça a été une victoire à plat de couture. Mais toujours comme pour Zootopie 2, pareil. Voilà. Alors, si un jour on s'attaque à un film qui me plaît particulièrement, ne t'inquiète pas, je n'aurai aucune c'est quoi peine. Pour Jackson? Pour Jackson, tu t'entraîneras. Pour Jackson, t'auras même pas envie de le voir. Mais j'irai quand même. Alors,
Les amis, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, puisqu'à la fin on a, vous le savez sûrement, les recommandations où on parle, où on étend un peu les horizons, on parle de films qui sont sortis récemment au cinéma, donc c'est important aussi, puisque après tout Radio Ciné, on parle de l'actualité du cinéma. Donc voilà, restez. Avant, j'aimerais quand même remercier tout simplement quand même Guillaume et Samson qui vient pour la première fois ici, qui sont à la réalisation là-bas en régie. Les chroniqueurs, bien sûr, Max Gonzalez et Théo Klimczak. Merci à vous d'être venus. Alors Théo, tu as sorti il y a très récemment un film, C'était mieux avant, qui a été diffusé dans notre grande projection de l'assaut en cinéma à l'Espace Saint-Michel, et puis tu es un des acteurs principaux, Max. Et je l'aurais mis en recommandation parce que c'est en lien avec Michael Jackson. C'est vrai que c'est un peu en lien. On en parle juste après alors si vous voulez. Ensuite, Antoine Coury, je l'ai pas cité, de la Bossise, de la maison étudiante, qu'on remercie puisqu'on tourne ici. Ingé son, Pailleusson, je dis ça parce que c'est ça réplique, mais Ingé son, Pailleusson, c'est pour Nathan Pailleusson qui fait le son ici. Et Guillaume Larive, ne l'oublions pas, qui fait le mixage. Merci Guillaume, qui nous écoute sûrement depuis ses platines de mixage. On a Oura Studio qui a fait le graphisme et le logo. On a Paul Battista qui a fait la musique. Tous les membres de l'association Radio Ciné. On approche des 50 adhérents déjà en un an d'existence de l'asso. C'est merveilleux. Donc merci à tous les adhérents qui nous suivent depuis le début. Alors, il s'agit d'une tradition. On termine maintenant par les recommandations. Alors, idéalement, un film qui est sorti récemment au cinéma. Si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez étendre peut-être sur Michael Jackson. Voilà, sur un film en lien. Si vraiment vous n'avez pas d'idée. Tu veux commencer ou je commence ? Oh bah, je voulais faire la blague, qui n'en est vraiment pas une, mais je recommande. Vas-y, fais-la. Je recommande C'était mieux avant de Théo Klimczak. Voilà, on fait de l'autopropos, mais pourquoi Merci mon ami, merci, c'est gentil. Malgré le fait qu'il m'ait battu, je ne lui en veux pas. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Au quiz. Et Théo, à toi? Bah écoute, moi je vais rester sur le genre du biopic, parce que j'ai vu un biopic récent qui était excellent, je trouve, parce qu'il avait un axe, il y avait une réflexion intéressante, une bonne mise en scène qui s'appelle simplement I Swear, ou alors Plus fort que moi en français, qui parle de la vie d'une personne qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette. Et oui, je l'ai pas vu. Et vraiment très très bien, parce que ça apprend du coup le chemin évident de l'acceptation de soi et l'acceptation des autres à une époque dans les années 80 où c'était compliqué de mettre un mot sur ce syndrome-là, surtout pour les gens autour. Et c'est un très grand film, très émouvant, très touchant. C'est pour ça que tu vois, j'accorde peu d'importance au scénario, parce que pour moi, les qualités qu'on désire, par exemple, tu vois, sur, je sais pas, est-ce que c'est bien écrit tout ça, parce que je vais dire un truc, mais c'est le film le plus vulgaire que j'ai vu, et pourtant c'est le plus poétique que j'ai pu voir de ma vie. Voilà. C'est joliment dit. Voilà. Merci pour ta belle recommandation. Eh bien, ce sera la seule fois de la journée où on verra un truc positif sortir de la bouche de Théo. Le point positif, c'est la fin, c'est un autre film. De mon côté, je vous recommande The Drama. Voilà, j'ai bien aimé The Drama. C'est un film à 24 qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà, et c'était intéressant, même si j'ai une petite pensée là pour Guillaume qui est présent ici. Ensemble, on a un journal de cinéma dans l'association qui est l'Hebdo Ciné. On fait des critiques toutes les semaines. Donc vous verrez ma critique qui est autant positive que négative. Mais avec le recul, je trouve quand même que ça reste un des meilleurs films de cette année 2026. Voilà. Donc je le conseille. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Donc il est temps de conclure. J'espère que vous quitterez cette émission avec un bon moonwalk en ayant une pensée pour Michael Jackson. J'espère que ça vous a plu. Sachez, les amis, que c'est déjà le 15e épisode de Radio Ciné, et c'est l'occasion pour nous de conclure la première saison. Voilà, 15 épisodes, fin de la première saison de Radio Ciné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui mettent des likes, qui commentent, ça nous fait très plaisir. Et on se retrouve bien sûr pour la saison 2, parce que ça a continué sur la chaîne de Radio Ciné. On se retrouve très vite, c'est parti, let's go!